Donc, sans plus attendre, parce qu'on veut garder le plus de temps possible pour entendre le récit, donc je vais vous présenter Sam Bellamy, qui se présente avec nous. Sam, qui est la fondatrice et présidente de Bazooka Inc., une entreprise technologique montréalaise qui crée des outils éducatifs et en ressources humaines propulsés par l'intelligence artificielle pour aider les organisations à devenir plus productives et inclusives. Ses deux premiers produits sont Bazooka App et Ellis AI. Donc, Bazooka App est une plateforme qui aide les organisations à recruter et encadrer virtuellement des stagiaires et récents diplômés. Et Ellis, c'est une application au service de l'inclusion qui supporte les entreprises dans leurs efforts à recruter des profils diversifiés tout en mesurant les biais qui pourraient se glisser dans le jumelage. Bazooka est fière d'avoir remporté plusieurs prix dans la francophonie pour leur impact social, leurs idées créatives et leur parcours entrepreneurial. En plus d'être entrepreneur, Sam est enseignante, conférencière, étudiante au doctorat, militante en inclusion et diversité en sciences des données. Et puis, pour avoir parlé avec elle, elle est encore plus que ça. Voilà. Donc, je me calme et je te donne la parole, Sam, pour nous expliquer un peu qu'est-ce que Ellis IA et comment que tu t'es rendu jusque-là. Donc, à toi la parole. Merci. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Merci pour l'introduction. C'est vraiment gentil. Ça me gêne parce que c'est rare des fois qu'on se fait se présenter autant. Donc, c'est ça. On réalise des fois qu'on fait, on fait des choses. On fait des choses. Donc, je suis pas content d'être là ce soir, fait que je vais commencer mon récit, puis n'hésitez pas si à la fin vous avez des questions plus particulières. Je vais essayer de faire ça bref dans moins de 15 minutes pour vous donner le maximum en termes de mise en œuvre. Donc, comme j'ai été présenté, je m'appelle Sam. Mon aventure a commencé il y a 2 ans et demi. J'ai lancé Bazooka sans vraiment savoir que je me lançais réellement en affaires à ce moment-là. Mon but, c'était vraiment d'aider les autres. Donc, moi, je suis une Haïtienne d'origine, née au Québec, de parents immigrants. J'ai eu la chance d'avoir une super éducation et d'avoir accès à tout ce que j'aurais pu désirer comme une enfant de deuxième génération immigrante. Donc, j'ai eu un parcours assez traditionnel, mais j'ai toujours voulu aider. Donc, très jeune, je m'impliquais beaucoup avec les autres. Je défendais beaucoup ceux qui vivaient de l'intimidation à l'école. Donc, je me battais avec les intimidateurs. Donc, mon sens de la justice est aiguisé depuis très, très tôt dans mon parcours. Et j'ai entrepris très tôt parce que j'avais une opportunité, mais plus dans le domaine de la restauration, divertissement, bar, spectacle. À Montréal, j'ai eu 4 bars et restaurants très tôt dans mon parcours. Et j'ai eu aussi une agence de développement de publicité diverses qui a été achetée par une autre compagnie, peut-être que vous connaissez, mais qui s'appelle Vortex. Donc, mon parcours entrepreneur a commencé très tôt, mais j'étais pas nécessairement, je pense pas que j'étais sur mon X à ce moment-là, mais j'étais contente de juste entreprendre des choses. Donc, à un moment donné, ben, c'est ça, donc je suis rendue à un moment dans ma vie où j'ai eu mon garçon, Zion, qui a 8 ans aujourd'hui. Et je devais me remettre en question à savoir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie parce que j'avais plus le temps d'être partout en même temps dans les restaurants et de sacrifier mes soirs et mes nuits avec un bébé. Donc, j'ai eu ma claque vraiment quand j'ai eu mon fils parce que je me rappelle, j'ai accouché un vendredi, j'étais de retour dans les restaurants le dimanche soir pour gérer la cuisine. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça, malgré que je suis très passionnée par la restauration et j'ai une formation en cuisine française aussi de l'ITHQ. Donc, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai pris un temps de repos pour réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire. Donc, j'ai vendu les restaurants et les bars que j'avais et j'envoyais des CV partout. Puis, personne ne m'appelait. Je ne comprenais pas pourquoi les gens m'appelaient. Puis, finalement, il y a une personne qui m'a appelé. Et j'ai compris que c'était quoi le problème avec mon parcours. Et il disait qu'on ne peut pas t'embaucher parce que tu as tellement fait de choses que soit que tu vas travailler avec nous, tu vas prendre notre place, ou encore, ben, on ne sait pas où te mettre, tu vas te tanner, puis tu vas quitter le travail. Donc, ça ne valait pas la peine de donner la chance. Alors, en parlant avec mon entourage, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je veux faire? Parce que clairement, je ne suis pas employable en ce moment. Puis mes amis m'ont dit, ben, tu sais, tu as fait beaucoup de formations pendant que tu avais des employés. Peut-être que tu devrais enseigner. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, ben pourquoi pas? Fait que j'ai envoyé mon CV dans quelques cégeps universités et j'ai eu un retour de toutes les applications que j'ai eues. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'enseignement. Et en enseignant, j'enseigne l'administration, la comptabilité et la gestion, pour ceux qui s'intéressent.
Et en enseignant, j'ai vu qu'il y avait une problématique parce que moi, j'ai travaillé dans beaucoup de places en parallèle. Donc, j'ai fait de la grande entreprise pendant que j'entreprenais, mais j'ai aussi été entrepreneur, donc j'ai embauché beaucoup. Et j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau du placement des stagiaires. Donc, lorsque j'étais enseignante, j'avais toujours le cours qui faisait en sorte qu'on encadrait les étudiants en fin de parcours qui allaient sur le marché du travail. J'ai vu qu'il y avait un besoin criant pour ceux qui ne trouvaient pas de stage, de trouver des stages. Et rapidement, je suis devenue une référence avec mes collègues de différents programmes pour placer ces gens-là dans leur première opportunité d'emploi. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres problématiques éventuellement au niveau de l'application qui fait que j'ai bâti Bazooka qui permet vraiment une mise en relation, mais surtout la gestion du processus de stage. Mais ce qui m'a surpris, c'est que malgré que je faisais mon maximum pour pouvoir aider le plus de stagiaires à se placer, il restait encore un problème. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait une différence de traitement entre les CV de la diversité et les CV qui ne sont pas issus de la diversité. Donc, notamment qu'il y a d'autres problèmes au niveau des étudiants qui étaient d'origine racisée, en fait, qui faisaient qu'ils n'avaient pas accès au même réseau que ceux qui étaient nés ici nécessairement. Et même ceux qui étaient nés ici, qui étaient des immigrants de deuxième génération comme moi, n'avaient pas nécessairement les mêmes opportunités parce que leurs parents étaient plus sur un mode survie quand ils sont arrivés ici. Donc, le réseau qui entoure normalement une personne, elle n'était pas là. Donc, on ne peut pas demander à papa ou maman de leur référer quelqu'un dans un emploi quelconque. Donc, il y avait un manque d'accès à des opportunités pour ces gens-là. Donc, lorsque j'ai créé Bazooka, je me suis d'abord entouré d'une équipe de programmeurs pour le développer. Et mon cofondateur, que je pourrais appeler comme ça maintenant, mon CTO, celui en technologie, quand j'ai été le chercher, j'ai dit, moi, je ne veux pas faire des outils seulement pour faire de l'argent. Je vais faire des outils technologiques qui vont être au service des communautés en général. Des communautés qui ont moins de chances que d'autres, qui ont moins d'opportunités que d'autres, qui ont accès à moins de services que d'autres. Donc, on s'était entendu sur cette mission-là qu'il allait avoir un impact social très rapidement. Alors oui, on a créé Bazooka et on a gagné plusieurs prix, 7 prix pour cette application-là en Europe et ici. Mais malgré ça, on n'arrivait pas à régler cette problématique-là par rapport à l'inclusion de la diversité sur le marché du travail. Alors, c'est là qu'Elis est né. Donc, Elis est né d'une insatisfaction ou d'une insatisfaction que me donnait pas, en fait, une insatisfaction que me donnait pas Bazooka à la base, qui permettait l'accès à l'emploi pour des stagiaires, mais ça ne suffisait plus d'avoir des études et d'avoir des bonnes notes. Être racisé est un problème dans ces cas-ci. Donc, Elis est venu vraiment, on voyait qu'on ne pouvait pas coller les fonctionnalités qu'on voulait développer pour Elis dans Bazooka. Donc, c'est là qu'est venu le besoin de faire 2 produits distincts. Donc, avec Elis, avec Steve, c'est quelque chose qu'on avait à cœur depuis le tout début, mais il fallait organiser, en fait, il fallait gérer nos priorités. Donc, on s'est dit, ben, on a une niche et on va attaquer la niche des stages. Et lorsque ça serait réglé, on allait développer la deuxième application qui est Elis. Mais entre-temps, Black Lives Matter. Entre-temps, il y a eu des mouvements sociaux qui ont impacté énormément le monde entier, dont le Québec, qui ont fait en sorte qu'on a décidé de profiter de l'opportunité pour accélérer le développement de cette application-là. Pour s'assurer de faire une mise en œuvre qui était efficace, on a décidé de s'entourer des meilleurs. On s'est inscrit au programme qui s'appelle Datapreneur de Polytechnique. Donc, c'est un incubateur qui encadre les projets technologiques en sciences des données. Donc, on a gagné une bourse à la fin du programme qui a duré 8 mois et ça nous a vraiment permis de nous entourer de la communauté en sciences des données qu'on n'avait pas avec l'application Bazooka parce qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle dedans. Donc, j'ai reconnu que c'était important d'avoir le OK de l'écosystème pour s'assurer d'avoir accès aux meilleures ressources possibles. Et étant donné que le développement d'une application en intelligence artificielle est très cher et qu'il faut avoir accès à des experts de très haut niveau, donc ça faisait en sorte que si on n'était pas dans l'écosystème, on savait que ça allait être beaucoup plus difficile de faire valoir l'application. Alors, on est rentré dans Datapreneur, on a fait le programme, on s'est organisé, on s'est relayé pour pouvoir assister aux formations qui étaient à chaque semaine. Pendant ce temps-là, il y avait la commercialisation de Bazooka en même temps, donc c'était beaucoup de travail. Et on était déjà rendu à une équipe de 7 salariés.
Donc, et en même temps, je faisais mon doctorat et en même temps, je gérais ma séparation avec mon garçon, avec le père de mon fils. Donc, il y avait beaucoup de travail, mais c'était tellement sur notre cœur, ce projet-là. Ça allait au-delà de l'argent, ça allait au-delà de faire un projet, juste pour faire un projet. Pour nous, c'était une mission sociale, c'est une mission de vie, de s'assurer que peu importe ton nom, qu'il soit à consonance étrangère ou pas, que tu as accès à une entrevue pour avoir accès à un emploi si tu es à la hauteur de ces compétences-là. Donc, il n'y a aucune raison que quelqu'un n'a pas droit à un emploi ou à sa dignité par rapport à un accès à emploi, donc avoir un impact dans sa vie, dans sa communauté, par l'accès au travail, parce qu'il faut de l'argent pour vivre, parce qu'il n'est pas né ici, ou parce que sa première langue, ce n'est pas le français. Donc, on a persévéré. Aujourd'hui, on a gagné 2 prix pour Ellis, donc 7 pour Bazooka, 2 pour Ellis. On est vraiment fiers. Lorsqu'on a bâti notre communauté, on a eu accès, oui, à des experts et on est allé créer un comité aviseur. Donc, étant donné qu'on n'avait pas de ressources à temps plein en IA, en intelligence artificielle, on est allé chercher un expert. Donc, ça nous a donné accès à des bourses. Fait qu'on a eu accès à un étudiant qui est venu nous aider pour bâtir l'algorithme de base. Ensuite, on a eu la chance d'avoir une mentor de la Banque nationale qui est directrice principale en IA pour gestion du patrimoine à la Banque nationale, qui nous a vraiment encadré tout au long de l'aventure. Tous les formateurs et les ateliers qu'on a pu avoir, on est allé, comme on dit, sucer au maximum tout ce qu'on pouvait avoir comme savoir et comme compétences pour s'assurer d'amener à bien ce projet-là, parce que, comme j'ai dit, gérer une app sans IA, avec IA, c'est une aventure complètement différente. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est allé chercher d'autres mentors. Donc, on avait déjà une équipe de mentors pour Bazooka qui était très, très bien cotés, qui ont été faire des financements de 20 millions de dollars aux États-Unis et tout ça. Mais on est allé chercher des mentors différents pour l'app Bazooka. On est allé chercher un sociologue, on est allé chercher une directrice des ressources humaines qui travaille beaucoup en l'inclusion des diversités. Donc, on est vraiment allé s'entourer de profils qui étaient beaucoup plus en impact social qu'en technologie pour cette application-là. Ensuite, on a eu besoin parce qu'en fait, l'intérêt pour Alice est venu, c'était une histoire personnelle vécue avec mes étudiants, mais c'était important pour nous aussi de solidifier le modèle d'affaires, parce que quand tu vends un projet à quelqu'un, tu ne peux pas dire, ben, c'est parce que ça me tente ou parce que c'est un sujet sensible pour moi. Il faut quand même être capable de valider un modèle d'affaires qui fait du sens. Donc là, on est retourné sur la table de travail grâce à l'incubation avec Datapreneur, le 8 mois. Ça nous a vraiment permis d'aller en profondeur dans le modèle d'affaires puis de regarder qu'est-ce que le client a vraiment besoin et qu'est-ce qui est vraiment à régler en entreprise en termes de diversité et inclusion. Donc là, on a commencé les études de marché où est-ce qu'on est allé parler directement à des clients qu'on avait déjà avec Bazooka, mais des nouveaux clients aussi qui sont sensibles pour la diversité et l'inclusion en entreprise et leur demander qu'est-ce que vous auriez besoin de voir pour prendre des meilleures décisions en diversité et inclusion en entreprise. Avec plusieurs entrevues de 1 à 1 en Zoom, plusieurs entrevues au téléphone. On est arrivé à extraire les fonctionnalités qu'on a pensées qui étaient les plus importantes à développer en premier. On les a développées en modèle bêta, donc ça nous a permis de le proposer à différentes entreprises et de la tester aussi, à savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que vraiment il y a de la valeur dans qu'est-ce qu'on apporte. Parce que s'il n'y a pas de valeur dans ce qu'on apporte, c'est difficile de pouvoir facturer quelque chose et d'avoir un client qui va pérenniser dans le temps. Donc, on a compris beaucoup de choses par rapport aux enjeux, mais aussi, on a pu être à l'écoute des fondateurs de ces entreprises-là ou des directeurs de ressources humaines pour savoir à quoi ils sont confrontés en termes de diversité et inclusion et pourquoi c'est si difficile l'inclusion en entreprise, qui a fait que Ellis, aujourd'hui, c'est une application qui donne vraiment beaucoup de valeur aux organisations. Ensuite, il y avait le financement. On est une petite équipe, donc on ne pouvait pas passer tout notre temps à développer Ellis. Donc, c'était important pour nous d'aller chercher les financements qu'on avait besoin. Donc, oui, il y avait des bourses auxquelles on a appliqué, mais des subventions en innovation, en intelligence artificielle du ministère, du fédéral, du provincial, nous a permis d'avancer encore plus. Donc, c'était important de présenter Ellis le plus souvent possible à des bailleurs de fonds pour aller chercher les montants qu'il fallait pour
encadrer le développement de cet algorithme-là qui allait donner, en fait, qui était le cœur même de l'application. Ensuite, je dirais qu'au niveau de l'équipe, maintenant, on a une ressource à temps plein qui est dédiée à ça. Donc, c'était le moment où est-ce qu'on a pris le risque de dire, OK, ben, on peut avoir une personne à temps plein qui est payée à travailler strictement sur ce produit-là. Donc, on pense qu'Ellis, elle est dans quelques organisations aujourd'hui. On est encore à nos débuts. Donc, au niveau de la gestion du temps, c'est encore pas facile en petite équipe, mais après ça, je pourrais dire au niveau des relations publiques, c'est important pour moi de continuer à pouvoir parler des biais qui se glissent dans la sélection et dans les processus en me positionnant comme conférencière spécialisée dans ça. Et ça a amené, oui, beaucoup de valeur et beaucoup d'apprentissage à la communauté en technologique en général, dans lesquelles où est-ce que je suis appelée à des conférences, mais aussi ça a attiré les personnes qui avaient à cœur la même mission que nous, mais ne savaient pas comment s'impliquer et faire la différence. Donc, on est super chanceux d'avoir une communauté d'à peu près une cinquantaine de personnes avec qui on navigue autour de nous, que ce soit des chercheurs, des développeurs web, ou que ce soit des scientifiques de données qui ont à cœur que Ellis avance et qui fonctionne. Donc on est content aujourd'hui de savoir qu'on n'est pas les seuls à porter la solution, mais qu'on est une communauté qui se mobilise puis qui dit il y a une solution, il peut en avoir d'autres, mais au niveau de la sélection de CV, on s'assure qu'il y a le moins de biais possible et que peut-être un CV que normalement, il n'aurait pas eu la chance d'être en haut de la pile, mais là, il va être en haut de la pile parce qu'on force un peu l'humain à se gérer finalement, parce qu'il y a des biais conscients, mais il y a des biais inconscients. Et malheureusement, dans les cas de sélection de CV, on voit beaucoup plus de biais qui sont conscients, donc volontairement, les gens vont faire de la discrimination qu'on appelle directe et mettre de côté des CV qui n'ont pas un nom canadien-français, par exemple. Donc, on est vraiment dans notre... maintenant, quand je regarde par rapport au parcours en 2 ans et demi, on voit vraiment qu'on se rapproche vraiment d'une organisation qui veut faire le changement, mais qui a pour mission, oui, de développer des outils technologiques, mais qui ont un impact social le plus grand possible. Donc, c'est une direction qu'on a décidé de prendre pour l'avenir et de vraiment orienter toutes nos futures créations par rapport à ça. Donc, des outils qui aident les organisations à devenir plus productives, oui, mais qui ont un impact positif pour la société, qui vont toucher des enjeux qui nous touchent aujourd'hui et qui ont énormément d'impact dans la vie de tout le monde. Merci. Wow. Et oui, 15 minutes, c'est déjà écoulé dans tout ça, ça va vite. Merci, Sam. Puis moi, ce qui me fascine dans ton récit, une des choses qui me fascine, c'est que tu connaissais rien dans les applications, t'avais aucune... C'était pas du tout quelque chose que tu connaissais, puis tu t'es lancé là-dedans. Tu t'es plongé là-dedans. Oui, ça m'inspire au bout. Ouais. Merci, merci, Sam. Donc, Laura Emmanuel, je vais vous présenter et ensuite, je vous laisse la tribune. Donc, j'ai découvert, en fait, le balado d'Asiette Imparfaite pendant le confinement. C'est ce que je disais à Emmanuel. Pour moi, les podcasts sont devenus un soutien et un guide pendant le confinement parce que j'en ai écouté vraiment beaucoup puis je me suis beaucoup éduquée, aussi divertie, mais beaucoup éduquée sur plein de sujets, plein de réalités. Et Asiette Imparfaite a fait partie de mes podcasts de confinement, donc je suis touchée de les rencontrer puis de les avoir avec nous ce soir. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Donc, juste pour dire, c'est ça. Asiette Imparfaite, qui est un balado, en fait, qui porte sur l'expérience des Canadiens d'origine asiatique et qui a été créé, qui est disponible partout. Donc, n'hésitez vraiment pas. Là, on a mis Spotify, mais il est aussi sur YouTube et tout. Donc, il est full accessible. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et les personnes qui se cachent derrière ce podcast, c'est Laura, qui est décoratrice. Laura, qui était là. Allô. Je suis dans l'écran, salut. Donc, Laura, qui est décoratrice dans l'industrie du cinéma et de la télévision depuis 10 ans. Son travail lui a permis de s'exposer à plusieurs univers à travers lesquels elle découvre différentes visions du monde et de ce qu'on peut y trouver de beau. Laura est aussi co-créatrice et animatrice du balado Asiette Imparfaite,
qu'elle voit comme un moyen d'explorer ses intérêts et de continuer à comprendre ses expériences durant une période où le monde traverse un bouleversement existentiel. Donc, ça a été créé dans l'année qui vient de passer, donc le monde qui vit un bouleversement existentiel. Voilà. Et avec elle, il y a Emmanuel. Donc, Emmanuel, fasciné par l'art de raconter. Emmanuel est un producteur à la recherche d'histoires provocatrices d'émotions qui vont faire rêver ou agir, grandir, émerveiller et comprendre notre monde. Depuis 2016, il se dédie au cinéma indépendant québécois, The 20th Century de Matthew Rankin, Venus de Aisha Marjara et Mon ami Walid d'Adib Al-Khalidi. En 2019, il rejoint Patricia Bergeron aux productions Leitmotiv, j'espère que je le prononce bien, avec qui il développe des projets de courts et longs métrages. Il est le co-créateur et producteur du balado Asiate Imparfaite, créé et animé par Laura Nem, qui est avec nous ce soir. Donc, à vous deux, je vous laisse prendre la parole à peu près 15 minutes pour partager le récit derrière Asiate Imparfaite. Allô! Salut! C'est vraiment intimidant de parler après Sam parce que, en fait, Emmanuel et moi, on est juste deux idiots dans la vie. Puis, comme on a fait un projet, puis maintenant, on est ici. Mais c'est ça, on est ici pour une raison. On va y aller. Donc, merci pour l'introduction, Annick. Ça va être intéressant aussi de présenter à deux, là, parce que j'ai l'impression qu'on va se piler un petit peu sur les pieds. Mais donc, merci Annick. Et oui, merci Sam aussi pour nous en parler de ton super projet. Vas-y, Laura. OK, bien c'est ça. C'était parfait. Ça a commencé. L'idée est née quand le COVID a commencé, au premier confinement, dans le fond, du COVID en fin mars. Moi, ça faisait déjà quelques mois que je rencontrais des personnes d'origine asiatique québécois que je trouvais qui étaient des artistes ou qui faisaient quelque chose un peu comme de perçu comme étant un parcours un peu moins distinct, là, comme typique d'une personne, là, genre aller à l'école, aller à l'université, avoir une job. Fait que ça faisait quelques mois que je rencontrais des gens d'origine asiatique pour avoir des conversations avec eux. Puis quand le confinement a commencé, j'avais beaucoup de temps, donc j'ai continué à faire cet exercice-là, mais vraiment, tu sais, quasiment à temps plein. Donc, je passais beaucoup de temps à faire la recherche, d'avoir une liste de gens, d'écrire des courriels pour voir comment que les gens allaient, puis juste faire des connexions. Puis aussi, c'est beaucoup dans les nouvelles en ce moment, mais il y a aussi une montée relié au COVID, il y a aussi une montée d'actes racistes envers les Asiatiques avec le COVID. Donc, il y a ça aussi qui se passe en même temps. Puis, à un moment donné, je parlais un peu de ce que j'étais en train de faire avec un de mes amis qui est activiste, Ricardo Lamour. Puis, il m'a dit « Ah, pourquoi tu ne fais pas un podcast? Tu es déjà en train de parler au téléphone avec plein de gens. » Puis sur le coup, je voulais pas faire ça parce que je suis pas... parce que j'ai comme, non, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Puis après ça, c'est comme resté parce que je me suis dit que, tu sais, il y a ce que... Tu sais, il y a le système, il y a ce que les autres nous font, puis il y a aussi ce qu'on est. Puis j'avais besoin comme de faire quelque chose, puis je pense de me sentir utile. Puis je pense quelque chose dans les communautés asiatiques, c'est qu'on ne prend pas beaucoup de place. On ne prend pas beaucoup la parole. Maintenant, c'est quelque chose qui commence à se faire dans les médias puis tout ça. Mais avant ça, il n'y a pas beaucoup de modèles asiatiques dans les médias, dans les sphères publiques, en politique, tout ça. Donc je trouvais que peut-être que je pourrais prendre une place. Puis Emmanuel puis moi, on est vraiment bons amis. Donc, à un moment donné, je lui en ai parlé. Puis c'est ça. Tu peux y aller. Peut-être je peux sauter dedans un petit peu. Oui. Donc, moi, c'est ça, dans la vie, je suis producteur en cinéma et je suis toujours un petit peu à l'affût de projets, d'idées, d'histoires à partager avec le monde. Et puis, ça donne que le cinéma, c'est un petit peu ma passion. Mais je suis vraiment pas fermé à juste ce médium-là. Et donc, en effet, quand le confinement a commencé, j'étais un petit peu à la recherche de différents projets
à développer. Et avec Laura, on est quand même bons amis depuis un bon bout de temps. Et donc, quand il y a eu les actes racistes envers des personnes asiatiques qui commençaient à se voir un petit peu aux États-Unis, au Canada, on en parlait. Moi, personnellement, je suis deuxième génération canadien aussi. Ma mère est française de France, puis mon père il est autrichien. Lui, il est né, en fait, troisième génération. Lui, il est né à Winnipeg. Mais donc, les questions d'identité, d'appartenance, m'ont toujours un petit peu, m'ont vraiment intéressé. Et puis, Laura, on a commencé à avoir des discussions. Puis là, elle me parlait beaucoup de les discussions qu'elle était en train d'avoir avec les personnes qu'elle rencontrait. Et je trouvais ça vraiment fascinant, un petit peu de la voir, elle, en train d'éplucher ces différents layers. Et puis, donc c'est ça. Puis là, en fait, je pense que le projet a vraiment pris forme quand il y a eu un moment où le CBC demandait de faire des propositions de balado. Et puis donc, Laura, elle m'a proposé cette idée. Puis moi, j'ai vraiment voulu suivre Laura. Oui, surtout parce que, comme elle l'a dit, elle voulait prendre une place. Et je trouvais que c'était important qu'elle prenne, que des personnes asiatiques aient une voix, prennent la place. Et je sentais que Laura, elle avait beaucoup à raconter personnellement qui pouvait refléter la réalité de beaucoup. Donc, c'est ça, je lui ai donné mon soutien. Et donc, c'est ça, on a préparé le projet pour essayer de faire un balado avec la CBC. Et puis, malheureusement, on n'a pas été retenu. Mais ça a été un petit peu comme le moment où on s'est regardé puis on s'est dit, ben, fuck it, on va aller de l'avant puis on va faire Asiate imparfaite. Fait que dans le fond, ce que ça nous a permis de faire, c'est que déjà, ben, à cause qu'on travaillait sur une demande de cible, notre document était, on avait déjà fait beaucoup de recherches sur des thèmes asiatiques. Là, donc, Emmanuel est rendu comme docteur. Mais puis on avait quand même un plan de match et ce qu'on proposait. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que quand on n'a pas reçu la bourse, on s'est dit, est-ce qu'on le fait quand même? Puis on a décidé de le faire quand même. Puis en fin de compte, c'était vraiment cool de ne pas recevoir la bourse parce que moi, je tenais vraiment dans une optique de comme, j'ai pas de contraintes, je peux parler en français puis en anglais, je peux sacrer, tu sais, puis pendant que je disais ça, je me rappelle que Emmanuel, qui est producteur, il y a plus un souci de si tu parles en français et en anglais, il y aura pas, c'est sûr qu'on n'aura pas un diffuseur parce qu'il n'y a aucun diffuseur bilingue. Si on sacre, ça ne pourra pas. Tu sais, comme. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est d'accepter le fait qu'on n'avait pas de contraintes, qu'on n'avait pas de limites, puis vraiment juste faire ce qu'on avait à faire, tu sais, comme exprimer ce qu'on avait à exprimer. Puis c'est devenu... c'est ça, on a demandé à des gens qu'on connaît. J'ai appelé des gens une personne que je connaissais pour y demander ses conseils sur l'enregistrement. On a fait ça vraiment avec nos contacts à nous là, dans le monde du cinéma. Puis c'est sûr que dans le contexte du COVID, tout était arrêté, donc tout le monde avait aussi beaucoup de temps c'est ça. Puis donc tout le monde était aussi très généreux de leur temps avec nous. Puis, en fin de compte, ce que c'est devenu, c'est que c'est un balado de 10 épisodes où est-ce que j'ai des conversations quand même assez comme intimes avec les gens. Là. C'est vraiment un échange. C'est vraiment des échanges comme assez personnels. Puis, je pense qu'Emmanuel serait peut-être mieux placé pour en parler parce qu'il ne faisait pas partie de l'échange. Ben, donc, oui, juste pour noter, j'étais la seule personne non asiatique à participer au projet. Et puis, quand on était en train de faire les enregistrements des épisodes, on avait commencé avec 7 épisodes.
Et vraiment, c'était une conversation entre deux personnes. Il y avait Laura, il y avait l'invité qui était là. On enregistrait pendant comme 1h30, 2 heures. Ça se passait comme ça se passait. Et moi, j'étais en arrière-plan. C'est moi qui opérais un petit peu les microphones, m'assurer que tout était correct. Mais c'était vraiment beau, en fait, la liberté qu'on a eue par rapport à ne pas être soutenu, puis à juste faire les choses comme on voulait les faire, comme Laura le désirait. En fait, cette liberté est vraiment comme insufflé une sorte de magie et de place dans le projet pour que Laura puisse exprimer exactement, pas exactement, mais qui elle était et de parler de qu'est-ce qu'elle voulait parler. Puis l'autre personne, les différents invités dans les différents épisodes, ils sont venus, ils ont rencontré Laura dans ce même esprit-là. Et je pense que, en fait, ça vraiment donne une liberté au projet qui en découle. Et puis, j'ai l'impression, en tout cas, des retours qu'on entend, c'est que les gens, vraiment, ils ressentent ça, ils ressentent un petit peu cette vulnérabilité qui est vraiment très présente. Et puis, il y a beaucoup de... Laura parle très personnellement d'elle-même, de sa vie, de son vécu, d'avoir grandi au Québec, au Canada. Donc... Oui, puis dans le fond, moi, le processus, il y avait beaucoup de préparation, là. Donc, moi, c'est moi qui j'avais parlé à une quarantaine de personnes. J'ai choisi les personnes que je voulais interviewer. Il y a eu des pré-entrevues. Je préparais les entrevues. Après ça, j'appelais Emmanuel. J'étais là, est-ce que je peux t'en parler? Puis là, comme, we were like bouncing off ideas. Mais lui, il avait comme jamais rencontré ces personnes-là. Mais les gens qui sont venus, c'était vraiment, j'ai choisi des gens que je trouvais qui avaient des voix un peu différentes puis qui étaient très à l'aise de s'ouvrir à moi aussi, qui étaient très à l'aise dans mon processus, puis dans la même vulnérabilité, qui étaient comme à l'aise d'être dans la même vulnérabilité que moi, puis qui sont arrivés avec vraiment comme une aisance, je pense, puis une confiance qu'ils avaient en nous. Donc, c'est sûr que c'était pas facile. C'est sur 40 personnes, ben, il y en avait 7. Donc, c'est quand même un processus qui prend du temps. Puis, donc c'est ça. Puis, c'est sûr que moi, il y a beaucoup de fois où est-ce que j'étais comme pas sûre si je voulais continuer parce que je trouvais que c'était comme peut-être trop émotif pour moi, tu sais, le projet. Puis, je savais pas comme si je voulais me mettre de l'avant comme ça. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, à ce point-ci, on sait là, que, tu sais, les femmes racisées qui ont une voix dans la sphère publique, tu sais, sont beaucoup, tu sais, intimidées ou reçoivent des messages, puis tout ça. Puis, tu sais, j'avais comme pas envie je pense que personne n'a envie, mais j'étais comme, je sais pas si je suis capable, tu sais, de faire face à ce risque-là ou, tu sais, ou simplement d'avoir plein de gens qui connaissent des choses sur moi. Mais en même temps, tu sais, je voulais avoir les conversations qui m'intéressaient. Tu sais, je voulais pas non plus me limiter. Donc, le fait qu'on soit pas contraint, tu sais, c'est sûr que comme, contrairement à Sam, tu sais, nous, on n'a pas la contrainte de l'argent dans notre projet. C'était un projet passion, on a nos carrières déjà établies, puis ça, c'est sûr que c'est comme quelque chose, on a beaucoup de chance de ce côté-là, on a des carrières qui sont très artistiques, puis on est bien, donc, dans le fond, on s'est dit, ben en fait, Manu, là, souvent, il m'a, je sais pas si tu l'as. Comment? Mais donc, Manu, c'est à cause de toi que j'ai continué, là, il y a plein de fois que j'étais pas sûre. Ouais, et puis, donc, c'est ça, il y avait le mode dans lequel on s'est engagé, c'était, en fait, on s'est donné aucune obligation. C'était, on faisait, on créait, on enregistrait, on montait, on passait des heures et des heures et des heures à faire tout ça, mais sans jamais, il y avait toujours une porte de sortie qui était que, on pouvait terminer de tout faire et puis à la fin, juste tirer la plug et dire, c'est bon, on ne le lance pas, on ne le partage pas. Fait que c'était tout le temps, en autant que ce soit positif pour moi, pour Emmanuel, puis pour les participants, en autant que ce soit comme bienveillant pour nous, puis comme quelque chose qui nous aide à se bâtir, en tant que personne. Comme c'était ça un peu notre day-to-day, c'était toujours de se rappeler de ça, que c'était ça le but de notre projet. Le but premier, c'est
Il fallait qu'on soit bien dans notre day-to-day, tu sais. Et je pense que c'est ça qui est devenu évident au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure qu'on se construisait, au fur et à mesure qu'on avait des discussions, puis qu'on montait les épisodes, c'était que c'était nécessaire. Et donc, cette place que Laura sentait le besoin de revendiquer, en fait, elle devait prendre cette place-là. Et puis, juste de le prendre en tant que tel, c'était quelque chose de spécial, c'était quelque chose de beau, c'était quelque chose qui faisait du bien. Je pense, là, je parle pour toi, Laura, mais qui te faisait du bien, qui faisait du bien pour les invités et qui ont aussi fait du bien pour les personnes qui écoutaient le podcast. On arrive à la fin. Je ne sais pas s'il y avait quelques trucs que vous vouliez ajouter. Je suis la méchante qui doit faire un arrêt. Je peut-être juste une petite boucle. On a lancé les épisodes au mois de septembre. On a partagé ça sur Facebook. On a eu beaucoup de réponses, de retours positifs. On est dans le processus là, de continuer un petit peu le projet puis de le partager. C'est intéressant de voir un petit peu comment est-ce que les différentes personnes, tout le monde réagit de manière très positive. Et puis, on dirait qu'il y a encore comme certaines difficultés des fois à partager le balado sur les médias traditionnels. Donc, c'est intéressant de voir que comme genre on avance, mais ça bloque encore à certains niveaux.